Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de calorimétrie. On va expliquer ici, en fait, comment fonctionne un calorimètre et comment on peut l'utiliser pour mesurer des quantités de chaleur qui sont échangées. Donc, on va parler de transfert d'énergie. On va aussi étudier la formule mathématique qui s'écrit ainsi, Q égale mc T ou delta T. On verra la différence entre les deux, qui permet de mesurer justement les quantités de chaleur échangées. Dans un calorimètre, on peut voir ici un premier contenant, un gros contenant, dans lequel on va retrouver un isolant. Ici, c'est tout isolé, cette partie-là. Et on va placer à l'intérieur du calorimètre de l'eau à la température ambiante. Ensuite, on va pouvoir placer une substance. Donc ici, ce serait par exemple un métal ou toute autre réaction chimique. On pourrait faire aussi un mélange à l'intérieur de ça. On utilise la lettre Q pour représenter la quantité de chaleur échangée qui va dépendre de différents paramètres. M, qui va être la masse, qui va représenter aussi la quantité de matière. C'est sûr que plus on aura une grande quantité de matière, plus la quantité d'énergie là, va être grande. On va utiliser ici la masse avec les unités de grammes. C, c'est la capacité thermique. On utilise parfois le terme de chaleur spécifique aussi. Les unités sont des unités qui vont représenter aussi la chaleur, donc des joules par quantité par gramme et par degré Celsius. La capacité représente la facilité d'une substance ou d'un corps à emmagasiner de la chaleur. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le dernier paramètre qu'on retrouve dans l'équation, c'est la température, évidemment, qu'on peut mesurer en degrés Celsius. Une quantité de chaleur pourrait être mesurée pour une température spécifique ou aussi pour une variation de température. Quand on utilise le terme delta T, ça fait référence à un écart de température. Delta T va être égal à la température finale moins la température initiale. C'est-à-dire que lorsqu'on va effectuer la réaction de transfert de chaleur, on va augmenter la température du corps. Donc, on va avoir affaire à un corps qui est chaud. Et il y aura des échanges de chaleur et au bout d'un certain temps, le corps chaud va avoir transféré toute son énergie, donc toute sa chaleur au corps qui était plus froid initialement. Et à la fin, on va avoir une température finale. Donc, on va avoir atteinte d'un équilibre au niveau des températures. Donc, la variation de température va être différente. C'est-à-dire qu'on peut avoir une variation de température qui va nous donner une valeur négative. Ça veut donc dire que lorsqu'on va mesurer les quantités d'énergie, on va mesurer la quantité d'énergie de l'eau et la quantité d'énergie du corps étudié en question, on va se rendre compte à la fin que, étant donné l'échange de chaleur qui a eu lieu, l'atteinte d'un équilibre, les quantités de chaleur échangées en valeur absolue, c'est-à-dire sans tenir compte des signes ici au niveau de la température, vont être égaux. Revenons maintenant à la capacité thermique qu'on n'a pas expliquée en détail. Donc, prendre un exemple de circonstance. En plein mois d'avril au Québec, on s'en va à la plage. Le matin, vous arrivez, par exemple, il fait 18 degrés et le soir ou en après-midi, on est rendu à 31 degrés Celsius. Qu'est-ce que vous observez au niveau de la température de l'eau entre le matin et le soir? La température de l'eau va avoir gagné un petit peu plus chaude, alors qu'on sait que le sable, lui, va devenir très, très chaud, voire brûlant, surtout si le soleil est toujours présent. On peut expliquer cela par les différentes valeurs ici de capacité thermique des deux substances, le sable étant composé principalement de silice. On voit ici que ça prend 0,739 joules pour la même quantité, disons 1 gramme,
pour élever la température de 1 degré Celsius du sable, alors que pour l'eau, c'est 4,19. Donc évidemment, ça prend beaucoup plus d'énergie ou de chaleur pour faire augmenter l'eau de 1 degré Celsius. C'est pourquoi l'eau ne voit pas sa température augmenter significativement, contrairement au sable. Revenons maintenant au calorimètre. On va faire ici un exemple concret. On a vu tout à l'heure que les capacités thermiques données en joules par gramme par degré Celsius sont des valeurs qui sont connues pour certaines substances. Ici, j'ai écrit la valeur de l'eau liquide, puisqu'on va en avoir besoin ici pour résoudre notre problème. En fait, la question ici, c'est qu'on a un métal. Dans l'exemple qu'on va prendre un cas où on a 100 g d'eau placée dans le calorimètre, qui va être à une température ambiante environ de 22 degrés Celsius, dans lequel on va plonger un métal, 10 g d'un métal inconnu. On va devoir déterminer quel est ce métal-là. On va avoir préalablement chauffé ce métal-là à 110 degrés Celsius. On va le plonger à l'intérieur du calorimètre. On va fermer le calorimètre et on va laisser les températures atteindre un équilibre qu'on va appeler la température finale qui est de 40 degrés Celsius. Comme on a vu tout à l'heure, le corps chaud va transférer sa chaleur au corps froid et à la fin, c'est pour ça que les deux températures des deux corps, donc de l'eau et du métal ici qu'on cherche à identifier, vont être les mêmes. Pour ce faire, il faut revenir sur le fait que lorsqu'on a un échange de chaleur entre deux corps, la quantité d'énergie absorbée, ici par l'eau, est égale à la quantité transférée par le métal en valeur absolue. On va le démontrer ici par des calculs. On commence tout d'abord par déterminer la quantité de chaleur absorbée par l'eau. Pourquoi on commence par cette quantité-là? Parce qu'on connaît toutes les variables, donc la capacité thermique, la masse et l'écart de température. 100 g fois 4,19 joules par gramme par degré Celsius, multiplié par le delta T. Ici, on va faire 40 moins 22 degrés Celsius, qui va nous donner un écart ici de plus 18 degrés Celsius. Donc, il s'agit d'une absorption de chaleur, donc on a une valeur ici positive. Ça nous donne une quantité égale à 754 kJ. Connaissant cette valeur-là de quantité absorbée, on peut déduire que la quantité perdue par le métal est égale à la même valeur, mais de signe négatif, puisqu'il s'agit d'une perte de chaleur, va être égale à moins 754 kJ. Avec ça, on va être capable, connaissant aussi l'écart de température qu'a subi le métal, on va être capable d'isoler dans l'équation la valeur de la capacité thermique du métal. J'ai écrit ici l'équation pour le métal, est égale à sa masse fois sa chaleur spécifique que l'on cherche, fois son delta T, va être égal à 10 grammes. Ici, moins 754 joules, pardon. Ouais, ici, c'était des joules, là. C'est erreur ici. Joules. Fois C qu'on cherche, fois le delta T, température finale 40 degrés Celsius, moins la température initiale qui était 110 degrés Celsius. Ça nous fait donc une différence de moins 70 degrés Celsius. Lorsqu'on isole C, on obtient une valeur de 1,1 joules par gramme par degré Celsius. En comparant avec les valeurs de la littérature que nous avons à notre disposition, on peut identifier le métal. Dans ce cas-ci, la valeur la plus proche correspond à la valeur du magnésium.